La leçon d'aujourd'hui concerne l'introduction aux principes de bioéthique. C'est une leçon inaugurale au cours de bioéthique et qui est enseignée dans le cycle de spécialisation dans la faculté de médecine. On va commencer par un cas introductif qui décrit un homme de 29 ans chez qui on a fait une découverte d'un syndrome de l'air dans l'os de type 4 sur hémopéritoine et accidents vasculaires cérébraux, qui est marié à une femme de 25 ans sans aucun antécédent, et son couple a deux enfants, a un enfant de 2 ans en bonne santé et une grossesse en cours qui demande, ce couple demande le diagnostic anténatal. Alors, le syndrome de l'air dans l'os, c'est quoi? C'est une maladie génétique rare liée à une anomalie du tissu conjonctif et avec une incidence précise inconnue, mais la fréquence approximative est de 1 sur 5 000 à 1 sur 10 000 naissances. Donc, il est caractérisé par des anomalies du métabolisme des fibrilles de collagène, surtout le collagène de type 1, 3 et 5. Et ces anomalies aboutissent à la formation de fibrilles de collagène anormales. Cette maladie est causée par une mutation qui est la plus fréquente et qui est COL3A1, qui concerne la forme létale vasculaire du syndrome de l'air dans l'os. Cette mutation provoque un bouleversement de la triple hélice de collagène. Alors, cette maladie est classifiée en 7 types. Il y a une description clinique, il y a la transmission et les gènes qui sont défectués. Pour le type 1 et 2, la maladie qui est classique, et cliniquement, ces deux types sont caractérisés par hyperlaxité de la peau et des articulations. Et le mode de transmission est autosomique et dominant, avec 2 gènes qui sont défectués, le COL5A1 et le COL5A2. Et le type, pour le type 3, et qui est surtout caractérisé par une hyperlaxité, et cliniquement, on trouve une laxité articulaire, des douleurs articulaires et des luxations. Le mode de transmission n'est pas connu, ainsi que la mutation. Le type 5, le type plutôt 4, est vasculaire. Et cliniquement, il est caractérisé par une rupture artérielle et des organes internes. Le mode de transmission est autosomique et dominant, avec une mutation au gène COL3A1 sur le chromosome 3. Et le type 6 est caractérisé par une kyphoscoliose. Cliniquement, on note une hypotonie, une scoliose congénitale et une fragilité oculaire. Le mode de transmission est autosomique et récessif et la mutation se trouve au niveau de l'enzyme lysyl hydroxylase. Et le type 7A et B est caractérisé par une arthrochalasie. Et cliniquement, on note des luxations congénitales, surtout de la hanche. Et le mode de transmission est autosomique et dominant, avec des mutations sur les gènes COL1A1 et COL1A2. Le type 7C, c'est surtout caractérisé par une dermatospaxasis. On note une fragilité sévère de la peau, et des luxations et aussi des ecchymoses. Et le mode de transmission est autosomique et récessif avec des gènes défectués au niveau de procollagène N-peptidase. Alors, ce couple a demandé le diagnostic anténatal. Et ici, on note deux problèmes.
c'est l'annonce de la maladie qui peut être mal vécue par le couple et aussi des conséquences personnelles qui peuvent être lourdes pour le couple. Alors, les médecins ne veulent pas établir de diagnostic, plutôt le couple et les parents ne veulent pas établir de diagnostic chez leur premier enfant. Les parents ne veulent pas prendre le risque d'un enfant malade et préfèrent mettre fin à leur projet parental. Alors, que dit la loi sur le diagnostic anténatal? Selon le décret-loi numéro 12 du 30 mai 2018, portant Code de la santé publique du Burundi, dans ses articles 43 et 44, l'article L 2131-1 du Code de la santé publique dit ceci. Le diagnostic prénatal s'étend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le fœtus une affection d'une particulière gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale adaptée à l'affection recherchée. Et l'article L 2213-1 du même Code de santé publique dit ceci. L'interruption volontaire d'une grossesse peut à toute époque être pratiquée si la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Et l'article L 2213-1 du même code s'intéresse au cas particulier des maladies à révélation tardive. Alors, quel est le point de vue médical sur le diagnostic anténatal? Le diagnostic prénatal est réalisable dans tous les cas où l'anomalie moléculaire a été détectée. Le refus premier de l'équipe obstétricale a été constaté pour ce couple parce qu'il y a une naissance possible d'un enfant normal et il y a ignorance du degré d'atteinte de l'enfant à naître. C'est ainsi que les deux parents ont sollicité l'avis d'une consultation clinique, d'une consultation d'éthique clinique. Ceci nous entraîne dans la définition de ce que c'est l'éthique clinique. C'est quoi l'éthique clinique? L'éthique clinique touche toutes les décisions, incertitudes, conflits de valeurs et dilemmes auxquels les médecins et les équipes médicales sont confrontés au chevet du patient, en salle d'opération, en cabinet de consultation ou en clinique et même au domicile. C'est la définition de David qui a donné ça en 1995. L'éthique clinique est centrée d'abord sur le patient. Elle tient compte de sa situation médicale, de ses souffrances, de son histoire personnelle et familiale et de ses volontés. L'éthique clinique s'occupe aussi des souffrances des soignants et des malaises institutionnels. L'éthique clinique tient également compte des principes et des valeurs sociales en cause afin d'éclairer la situation selon la définition de Guy Durand. Quels sont les principes de bioéthique? Il y a 4. Il y a le principe d'autonomie, le principe de bienfaisance, le principe de non-malfaisance et le principe de justice. Ceci a été bien détaillé dans les 2 sources qui vous sont données. Alors, quels sont les principes d'autonomie et du respect d'autonomie? Tout d'abord, une personne est dite autonome si elle est libre et capable de quoi? Libre des interférences que pourrait avoir autrui sur elle. Elle n'est pas sous influence ou
il a été vérifié qu'elle avait des moyens de s'y soustraire. Être capable, c'est être compétente, c'est-à-dire non entravée par des circonstances physiques, psychologiques ou mentales, susceptibles d'invalider son jugement. Ceci entraîne quoi? À respecter l'autonomie d'autrui qui suppose quelques conditions. Première condition, que l'on donne toute l'information nécessaire à une prise de décision éclairée, que l'on ait vérifié que cette information a été comprise, deuxième condition, et que l'on s'assure de la capacité, de la véracité et de la demande à vouloir satisfaire. Et puis, que la décision prise soit cohérente avec ces trois préalables. Il existe une critique de l'autonomie vertueuse. Aucune théorie de l'autonomie n'est acceptable si elle propose comme définition d'une conduite autonome, celle conduisant à des décisions idéales ou vertueuses supérieures à ce que sont capables de choisir communément des gens normaux. L'autonomie qui nous intéresse en éthique et clinique est celle qui mène à la prise de décision médicale sans jugement moral quant à la qualité de cette autonomie. En fait, quelle que soit la définition de l'autonomie retenue, ce qui importe, c'est de vérifier que l'autonomie de la personne malade concernée soit respectée. Ici, ça vient la notion du principe d'autonomie au principe du respect de l'autonomie. C'est quoi le principe du respect de l'autonomie? C'est respecter quelqu'un en tant qu'agent autonome. C'est le mettre en situation d'agir de façon autonome. Ce n'est pas le respecter en tant qu'agent autonome, c'est ignorer les souhaits qu'il exprime, ne pas les considérer ou les comprendre, se comporter comme s'il y avait des personnes méritant plus que d'autres, que l'on accorde du poids à leurs paroles. Selon Kant, violer, c'est-à-dire ne pas respecter l'autonomie d'une personne, c'est la traiter comme un moyen et non comme une fin. Et selon Mill, respecter l'autonomie d'autrui, ce n'est pas interférer avec ses choix et agir pour renforcer l'expression de son autonomie. Alors, les questions relatives au principe du respect de l'autonomie et qui restent à approfondir, c'est quoi? C'est la compétence, le consentement, l'information, c'est aussi vérifier la compréhension, c'est tenir compte de la volonté et quel mandataire, quel standard pour guider la décision du mandataire. Le principe de bienfaisance s'explique comme étant le principe qui contribue au bien-être d'autrui. Et ce principe contient aussi deux principes. La première, c'est l'action entreprise doit être bénéfique. Et le deuxième principe, elle doit être utile, c'est-à-dire avoir un rapport coût-bénéfice positif. Néanmoins, il existe des risques. Il y a le facteur justice qui influe sur la répartition des bénéfices dans la population. Il y a les coûts directs pour autrui, pour la médecine et pour la société. C'est là où est née la notion de paternalisme qui signifie le conflit entre bienfaisance et autonomie. Et il a été noté que dans 95% des cas, il n'y a pas de conflit. Les préférences du patient à l'hôpital sont conformes à son meilleur intérêt médical. Et les conflits existent seulement dans 5% des cas. Autrefois, dans la médecine d'avant, cette médecine tenait plus à la bienfaisance qu'à l'autonomie. Mais aujourd'hui, c'est l'autonomie qui prime sur la bienfaisance. Et certains dénoncent un changement de paradigme. La société paternaliste où la bienfaisance primait sur l'autonomie.
Et aujourd'hui, où l'autonomie prime sur la bienfaisance, nous sommes dans une société démocratique au niveau des soins. Il existe aussi le principe de non-malfaisance qui signifie ne pas infliger un préjudice intentionnellement, c'est-à-dire un primum non nocere. Alors, quelle est la différence avec le principe de bienfaisance? Ici, le principe de non-malfaisance, c'est toujours faire du bien, qui n'est pas équivalent à ne pas faire de mal. Car ne pas faire de mal est généralement plus contraignant, et surtout moralement. Il existe des exceptions. C'est le préjudice individuel engendré par une campagne de vaccination et qui s'efface devant le bénéfice collectif de la dite campagne. Alors, les deux principes entrent parfois en conflit. A-t-on, par exemple, le droit de programmer la mort d'un jumeau pour sauver le deuxième? C'est une question difficile à donner la solution. C'est là où se trouve la responsabilité médicale et le préjudice. Donc, il y a une différence morale entre causer un préjudice de façon non intentionnelle. Voilà, c'est qu'on fait la différence entre faute médicale et aléa thérapeutique. C'est pourquoi il existe des distinctions morales qui sont subtiles entre les deux. À travers ces questions, y a-t-il une différence morale entre le fait d'interrompre un traitement vital et ne pas le démarrer? Une réponse est très difficile à donner parce que dans les deux cas, le traitement n'a pas été terminé. Entre le fait d'accepter, de prescrire un traitement ordinaire, mais pas un traitement extraordinaire, difficile. C'est là où se trouve le concept du double effet. La futilité des traitements. Qu'est-ce qu'un traitement futile? Le jugement porté sur la qualité de la vie, parce que la définition n'est pas commune. Y a-t-il une différence morale entre provoquer la mort et laisser mourir? Parce que la finalité est la même, c'est mourir. Donc, toutes ces questions nous amènent à penser, à réfléchir sur la responsabilité médicale et le préjudice. Voilà, je vous remercie.